Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, nous vous entendons. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, mes premiers mots vont être pour remercier les électeurs de la circonscription de l'Assomption, donc les gens de l'Épiphanie, Charlemagne, de l'Assomption, de Terrebonne et de Repentigny, qui m'ont renouvelé leur confiance. Je vais essayer d'être à la hauteur des attentes de ces citoyens. Je veux aussi, Monsieur le Président, profiter de l'occasion pour remercier tous les Québécois qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec le 7 avril dernier. On a, je pense, aujourd'hui passé un certain test de maturité. On est aujourd'hui, je pense, là, devenu une force importante au niveau politique au Québec. Et je peux vous dire que je suis très fier de l'équipe de 22 députés qu'on a à la Coalition Avenir Québec. Ce sont des personnes qui ont des expériences à part de la politique, puis qui viennent aussi d'horizons politiques qui sont différents. Ça fait des bonnes discussions, Monsieur le Président. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils souhaitent que le Québec fasse un virage, qu'on change de direction. Et on veut aussi continuer le travail qui a été fait durant la dernière législature, c'est-à-dire de continuer à être constructif, de faire des propositions, donc de faire des débats sur des idées. Je pense que ça a été d'ailleurs mentionné par plusieurs commentateurs. Il y a aussi des commentateurs qui ont dit qu'on se faisait voler des idées. Tant mieux. Il s'agit juste de s'assurer que les sous-contractants vont bien suivre la recette qu'on a proposée. Maintenant, Monsieur le Président, ce n'est pas parce qu'on est constructif que ça ne nous empêche pas d'être vigoureux. Comptez sur moi pour dire au gouvernement quand je suis d'accord, mais aussi quand je ne suis pas d'accord. Je pense que je suis reconnu pour être quelqu'un qui parle en toute franchise. Mais ce qu'essaie de faire la Coalition Avenir Québec, c'est de rassembler les Québécois. Depuis 40 ans au Québec, on est divisé entre fédéralistes et souverainistes. Actuellement, on a besoin, plus que jamais, de rassembler les Québécois pour redonner un peu d'espoir, entre autres, aux familles qui sont surtaxées, être capable, bien sûr, de défendre les intérêts de la nation québécoise. Et je pense qu'on l'a dit à quelques reprises, mais la Coalition Avenir Québec veut vraiment travailler dans le Québec réel, travailler à moderniser le Québec, moderniser la façon dont on donne les services publics, moderniser l'économie du Québec. Et pour y arriver, ça va prendre beaucoup de courage. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut arrêter d'être divisé sur la question nationale pour être capable de se rassembler et augmenter notre niveau de richesse collective. C'est la meilleure façon de s'assurer qu'on reprenne notre avenir en main. Ceci étant dit, Monsieur le Président, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer une femme qui a beaucoup donné à la politique, avec qui j'ai eu le privilège de travailler, Mme Marois. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais je pense qu'il faut tous reconnaître qu'elle a travaillé avec tout son cœur à défendre, selon sa perception à elle, les intérêts communs. Et je pense que tout le monde ici, on lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles aventures, beaucoup de bonheur à retrouver les siens. Il va sûrement avoir un peu plus de temps que le temps qu'on a en politique. Donc, je veux quand même la saluer. Bien sûr, je veux saluer aussi le député de Chicoutimi, féliciter pour sa nomination. Jamais simple, les nominations au Parti québécois. J'ai eu le plaisir de travailler avec le député de Chicoutimi. Donc, il semble qu'il va avoir une certaine période pour assumer ce rôle de chef d'opposition officielle. Je lui souhaite bonne chance et je le félicite. Je veux bien sûr saluer le premier ministre, le député de Roberval. Comme je le disais tantôt, on va être constructif, mais c'est certain que sur plusieurs enjeux, on n'a pas la même vision. Donc, on va essayer de le convaincre de changer la sienne. Ça va faire des débats intéressants
Par contre, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord, au moins, en tout cas, le premier ministre et moi, à l'effet que le message qui est envoyé le 7 avril dernier, c'est que les Québécois souhaitent qu'on travaille surtout sur les enjeux qui sont essentiels pour eux, c'est-à-dire les finances publiques, l'économie, les services à la population. C'est ce que les gens nous ont dit et j'espère qu'on sera tout le monde à la hauteur des attentes. Si je devais résumer le discours inaugural du premier ministre hier, je dirais quand même qu'il faut déplorer un certain manque de vision, surtout sur les orientations économiques. On a un défi énorme en économie. Quand on regarde les chiffres depuis 12 mois, au net, le Québec n'a créé aucun emploi. Il faut toujours faire attention quand on regarde les chiffres sur un mois, mais quand on regarde 12 mois, le Québec a perdu 4 800 emplois, alors qu'il s'en est créé 154 000 dans le reste du Canada et plus de 70 000 en Ontario. Donc, le Québec est comme, malheureusement, distinct, unique, et ce n'est pas sur cette approche, je crois bien, qu'on souhaite se distinguer du reste de l'Amérique du Nord. Donc, il y a une recette, justement, à changer. Durant la campagne électorale, le premier ministre a beaucoup parlé de son slogan de 250 000 emplois. Il est revenu hier dans le discours inaugural avec ce slogan de 250 000 emplois, mais honnêtement, moi, je suis resté sur ma faim à savoir comment on va créer ces 250 000 emplois. Je pense que c'est important de se donner des objectifs ambitieux en termes, oui, d'emploi, mais aussi de qualité d'emploi. Quand on dit qu'il y a un écart de richesse entre le Québec et le reste du Canada, ce n'est pas tellement le nombre d'emplois qui pose problème, c'est la qualité des emplois. On n'a pas assez d'emplois au Québec à 20, 30, 40 $ de l'heure, des emplois à valeur ajoutée. Donc, il faut moderniser notre économie, créer des emplois d'avenir, attirer des investissements privés, des investissements des entreprises. J'entendais hier le premier ministre nous dire on va attirer des investissements des entreprises, on souhaite des investissements des entreprises, mais ce n'est pas parce qu'on revoit au pouvoir le Parti libéral que les investissements vont arriver comme par miracle. Ce n'est pas suffisant d'allumer des lampions, il faut avoir un plan très clair et surtout se rappeler que durant les 9 années de gouvernement libéral, bien, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements privés. Donc, c'est très important là, de se dire, on ne peut pas juste dire, comme certains électeurs peut-être l'ont fait durant la dernière campagne électorale et lors de leur vote, de dire il s'agit de remplacer le Parti québécois, puis nos problèmes économiques vont être réglés. Non, non. On a vu durant les 9 années libérales l'écart de richesse entre le Québec et le reste du Canada passer de 18 en 2003 à 23 en 2012, lorsque le gouvernement libéral a quitté. Donc, la situation s'est détériorée. Même chose sur les finances publiques. D'ailleurs, l'actuel président du Conseil du Trésor, lorsqu'il était professeur au HEC, l'avait dit clairement que la réingénierie de l'État qui avait été promise par le Parti libéral n'a jamais eu lieu. Donc, on a manqué de courage. C'est ce qui explique que durant les 9 années libérales, la dette du Québec a augmenté de 50 %. C'est quand même pas rien, là, une augmentation de 50 %. Ça veut dire que le tiers de la dette actuelle cumulative de toute l'histoire du Québec est attribuable aux 9 années de régime libéral. Donc, évidemment, c'est important de réduire cet écart de richesse. Je vous donne juste un chiffre, je pense que ça frappe l'imaginaire. Si le Québec avait le même niveau de richesse que l'Ontario, là, bon, je vous le dis, avec l'Ontario, l'écart est de 14 %, avec le reste du Canada, c'est de 24 %. Mais prenons juste l'Ontario. Si le Québec avait le même PIB par habitant que l'Ontario, le gouvernement du Québec
pourrait compter sur 8 milliards de plus de revenus. Imaginez-vous tous les débats qu'on a actuellement, à savoir, y a-t-il un déficit de 2, 3, 4, 5 milliards? On aurait 8 milliards de plus si on était aussi riche que l'Ontario. Donc, je reviens à ce que je disais. Oui, créer des emplois, mais surtout des emplois de qualité. Et ce sont ces indicateurs qu'on va utiliser au cours des prochains mois, au cours des 4 prochaines années, pour évaluer les résultats du gouvernement. Parce que je pense que c'est important de se donner des objectifs et c'est important, bien sûr, d'évaluer les résultats, de se comparer. Malheureusement, Monsieur le Président, Madame la Présidente, je vois que le premier ministre, dans son discours inaugural, ne s'est fixé aucun objectif. C'est difficile de mobiliser la société civile, de mobiliser les acteurs importants si on ne s'entend pas ensemble sur un certain nombre d'objectifs, surtout des objectifs économiques. Donc, ça, c'est un manquement important dans le discours inaugural. Évidemment, l'autre manquement que j'ai noté, c'est la quasi-absence de l'innovation. Je pense que c'était prononcé une fois dans une phrase un peu creuse. On a besoin de moderniser notre économie, s'assurer qu'on ait une vraie économie du savoir. Et pour y arriver, Madame la Présidente, on a besoin de revoir rapidement l'aide aux entreprises. On a, bon an, mal an, 2 milliards de dollars de crédits d'impôt qui sont donnés aux entreprises à chaque année. 2 milliards de dollars, c'est énorme. Je rappelle qu'en Ontario, pour une économie qui est presque 2 fois plus grande, on en a 700 millions avec de bien meilleurs résultats. Or, les solutions sont connues. On en a proposé. Les 700 quelques millions de crédits d'impôt à la recherche et développement doivent être revus. Les crédits d'impôt pour la Cité du multimédia, pour le commerce électronique, doivent être revus. Donc, j'étais très déçu d'entendre le premier ministre nous dire, un peu en faisant du pelletage par en avant, dire il y aura une commission qui va se pencher sur ce sujet. On n'a pas, Madame la Présidente, le luxe de se permettre de perdre 12 mois à attendre ces changements. On a besoin de changements immédiats. On a actuellement une économie qui est en panne et on a besoin de la stimuler. Oui, on a besoin de baisse de taxes pour les contribuables, mais on a besoin aussi que l'aide aux entreprises soit revue, soit orientée davantage pour améliorer la productivité de nos entreprises. L'autre inquiétude que j'ai, puis je l'ai mentionné durant la campagne électorale, je l'ai mentionné ce matin durant la période de questions, je ne crois pas que la solution à tous nos problèmes économiques soit d'ajouter des dépenses publiques en immobilisation. C'était essayé. Rappelez-vous, le gouvernement libéral l'avait fait. C'est vrai que ça a réussi à amortir le choc de ralentissement économique, mais ça n'a pas aidé du tout à revoir les investissements privés au Québec. Vous savez, au Québec, là, on reçoit à peu près 14 des investissements privés du Canada, alors qu'on représente 23 de la population. Donc, il faudrait presque doubler. Il faut absolument là, faire quelque chose pour les investissements privés. Et ce n'est pas vrai qu'on crée de la richesse seulement avec des investissements publics. C'est le secteur privé qui crée de la richesse et c'est le secteur privé qu'il faut stimuler. Et de ce côté-là, j'ai rien vu dans le discours inaugural. L'autre chose aussi, évidemment, qui est inquiétante quand on souhaite augmenter les immobilisations, écoutez, déjà, moi je me rappelle, quand je suis arrivé en politique il y a une dizaine d'années, les immobilisations annuelles étaient autour de 4-5 milliards par année. Ça a augmenté ensuite, le gouvernement libéral les a augmentés à 6, 7, 8 milliards
Le Parti québécois les a augmentés à 9,5 milliards par année. Et là, le premier ministre nous dit, je vais augmenter ça à 11 milliards par année. La question qui reste, Madame la Présidente, c'est qui va payer? Qui va payer? Puis bien honnêtement, là, on a beau être comptable, c'est difficile à expliquer à la population, là, mais il ne faut pas regarder seulement le déficit. Ce n'est pas parce que le Québec a un déficit de quelques milliards de dollars que ça empêche la dette du Québec d'augmenter de 7-8 milliards par année. Pourquoi? À cause de ces immobilisations. Et quelqu'un doit payer. Et moi, je trouve ça indécent d'utiliser comme ça la carte de crédit de nos enfants. C'est une question d'équité entre les générations. Et il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage et peut-être l'annonce la plus surprenante que j'ai entendue hier, c'est l'annonce concernant les mini-centrales. Je peux comprendre qu'il y a 10 ans, on se posait des questions sur l'éolien, sur comment on pourrait aller chercher plus d'électricité. Mais là, on nous prévoit pour 10, 15, 20 ans des surplus d'électricité. Puis là, on nous dit qu'on va construire des mini-centrales qui coûtent 8, 9, 10 cents le kilowattheure, puis qu'on va revendre à 4 cents. Madame la Présidente, là, ceux qui ont suivi, puis ça n'a pas besoin d'un gros cours d'économie puis de comptabilité, là. Si on paye 9 cents puis on le vend ça à 4 cents, là, on ne se reprendra pas sur le volume. Ça, c'est certain, là, puis moi, je trouve ça inquiétant parce que, à mon avis, ça fait plaisir. Je suis certain que dans le comté de Roberval, ça fait plaisir à quelques personnes. Mais c'est un manque de courage, puis c'est un manque de respect pour l'ensemble des contribuables, parce que ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble des contribuables, comme pour l'éolien, vont devoir payer encore plus pour les tarifs d'électricité pour une décision où, tout simplement, on a manqué de courage. Donc, déception sur le plan économique, mais aussi déception sur les finances publiques. Sur le plan, encore là, qui, en tout cas, semble pas clair. Peut-être qu'on va en voir un plus clair dans le budget qui va être déposé. Et ce n'est pas étonnant, Madame la Présidente, qu'il n'y ait pas de plan clair. Je n'ai pas entendu le premier ministre, durant la campagne électorale, parler de ça. Donc, je me souviens même que le premier ministre nous a accusés de vouloir, avec notre plan, saccager l'État. Hein? Je me souviens du premier ministre qui a dit « Si je suis premier ministre du Québec, ça sera l'anarchie. » Or, tout à coup, une fois élu, on utilise notre plan, ou en tout cas, on prétend utiliser notre plan. Mais ce qu'on voit, c'est que le gouvernement avance à tâtons. Je pense que le meilleur exemple, c'est avance-recul sur les garderies. Donc, on a vu, là, il n'y a pas de plan clair. Le gouvernement n'a pas fait ses devoirs sur le retour à l'équilibre budgétaire, puis actuellement est en pleine improvisation. Et c'est quelque chose, là, qui sort d'un chapeau. Et le gouvernement, mon inquiétude, c'est d'appliquer des formules un peu simplistes, là, sans regarder de façon détaillée ce qu'il faut faire. Je vous donne un exemple, Madame la Présidente. Le gel des employés de l'État, on ne peut pas dire qu'on va geler partout pareil. C'est clair. Mon collègue l'a regardé, le député de Lévis a donné d'ailleurs une copie de son rapport et au ministre des Finances et au président du Conseil du Trésor. Moi, je les invite en fin de semaine à lire ça comme il faut, parce qu'il faut distinguer ceux qui donnent des services de ceux qui ne donnent pas de services. Il y a à peu près 230 000 personnes au Québec là, qui ne donnent pas de services directs. De ce côté-là, il ne faut pas geler, il faut réduire le nombre d'employés par attrition. Par contre, du côté des services directs, pensons juste à la santé. On ne peut pas commencer à dire qu'il y a plus de besoins avec le vieillissement de la population, mais on va geler mur à mur tous les postes partout. Donc, on a besoin d'un plan clair et on n'a pas vu ce plan. Et ce qui est important de dire, c'est que ce qui est souhaité au Québec, ce n'est pas
réduire les dépenses pour réduire les dépenses, ou contrôler les dépenses pour contrôler les dépenses, c'est de moderniser l'État, de changer la façon, entre autres, dont nos deux grands réseaux, santé et éducation, sont organisés. Actuellement, on a deux grands réseaux qui sont très centralisés. On a des décisions qui sont prises par petites enveloppes budgétaires à 3 niveaux. Ministère, ensuite Agence de santé et commission scolaire, puis ensuite à l'école. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de décentraliser. J'étais content d'entendre le premier ministre prononcer le mot « école autonome ». J'espère juste qu'il comprend ce qu'il vient de dire quand il dit ça, parce que ce que ça veut dire, entre autres, c'est qu'il faut redonner plus de pouvoir aux écoles. Ça suppose, et puis je suis certain que vous comprenez, Madame la Présidente, en enlever aux commissions scolaires. On ne peut pas, à un moment donné, avoir les mêmes pouvoirs. Moi, j'ai appris une chose en organisation et en affaires, quand il y a 2 personnes de responsables, il n'y a plus personne de responsable. Donc, il faut que ce soit les établissements qui soient responsables. Il faut vraiment décentraliser. Pour ça, ça demande du courage. Il faut vraiment moderniser et il faut avoir, oui, beaucoup de courage. Et d'ailleurs, j'ai aimé l'intervention du président du Conseil du Trésor concernant les directeurs généraux des commissions scolaires. J'ai aimé le fait qu'ils disent « ça n'a pas de bon sens de se payer le luxe d'aller passer 3-4 jours au château Montebello puis d'entendre des bons orateurs, mais bon, on est loin des défis de faire réussir plus d'enfants dans nos écoles. » Mais ce qui m'a surtout achalé dans cette intervention, c'est qu'on a eu une intervention sur le symptôme, pas sur la cause. Il faut s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est l'existence même des commissions scolaires. Si le président du Conseil du Trésor est sérieux dans ses remarques aux commissions scolaires, il va falloir qu'il règle le problème une fois pour toutes. Il ne peut pas jouer à la police avec 69 commissions scolaires puis commencer à se faire dire « on est élus, nous autres », même si c'est par 7 % de la population, on est élus, donc on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, il faut revoir le problème à la racine. Évidemment, quand je dis que ça prend du courage, écoutez, vous êtes une ancienne présidente de commission scolaire, non? Qu'est-ce qu'il y en a? En tout cas, il y a la ministre de la Solidarité, qui est une ancienne présidente de commission scolaire. Je sais qu'il y en a un ancien aussi président de commission scolaire. Il y en a 3 dans les députés libéraux qui sont des anciens présidents de commission scolaire. On m'a raconté aussi, moi je n'ai jamais été présent, mais que dans les, je suis sûr que le leader doit pouvoir me confirmer ça, dans les congrès et les conseils généraux du Parti libéral, il y a beaucoup de commissaires d'école. Beaucoup de commissaires d'école. Et je peux vous dire, j'ai été pendant 3 ans ministre de l'Éducation, c'est un lobby puissant. Est-ce que le premier ministre va avoir le courage de faire face à ce lobby, puis aux différents lobbies? On en a vu déjà hier devant l'Assemblée nationale. C'est ce que l'histoire des prochains mois nous dira. Mais, Madame la Présidente, l'aspect le plus décevant du discours, c'est le fait, bien sûr, on a parlé de contrôle des dépenses, mais actuellement, c'est au moins aussi important de parler de relance économique. J'entendais tantôt le chef de l'opposition officielle essayer de faire une règle, à mon avis, trop simple, de dire si on réduit les taxes, on va se faire décoter. Tellement pas d'accord avec ça, Madame la Présidente. Je pense qu'actuellement, le problème au Québec, c'est qu'on a trop de dépenses, mais aussi on n'a pas assez de revenus. Je le disais tantôt, si on avait les mêmes revenus que l'Ontario, on aurait, c'est-à-dire si on avait le même revenu moyen par habitant, on aurait 8 milliards de plus de revenus du gouvernement du Québec. Alors, comment il faut changer ça? Moi, je pense qu'un des principaux problèmes qu'on a au Québec, c'est le problème du revenu disponible.
Au cours des dernières années, il y a eu la taxe santé libérale, il y a eu les taxes scolaires péquistes, il y a eu beaucoup de nouveaux impôts, de nouveaux tarifs, et actuellement, les gens sont égorgés. Contrairement à ce que disait l'ancien ministre des Finances, ce n'est pas parce que les gens épargnent trop, les gens n'ont jamais aussi peu épargné qu'actuellement, mais ils n'ont pas de marge de manœuvre pour consommer. Et la consommation des ménages, pour ceux qui ont suivi leur petit cours d'économie, c'est 60 du PIB. Donc, on ne peut pas penser qu'on va réussir à avoir une croissance du PIB comparable avec l'Ontario et le reste du Canada, idéalement même supérieure, parce que si on veut réduire l'écart, il faut les battre année après année. On ne peut pas penser qu'on va réussir à accélérer la croissance du PIB si on ne s'occupe pas de la consommation. Vous avez vu comme moi, là, les magasins comme Jacob, puis à Montréal, les reportages qui sont faits, c'est très difficile actuellement de ce côté-là. Et il faut donc donner une bouffée d'air rapidement. Et encore une fois, je n'ai pas senti dans le discours du premier ministre qu'il y avait une volonté d'aider les contribuables. Donc, je lui demande de revoir sa position quand on est prêt à mettre 1,5 milliard de plus dans les dépenses d'immobilisation. Peut-être qu'on serait capable de trouver un 100 millions pour au moins commencer à abolir la taxe santé. De ce côté-là, j'avoue que je ne comprends pas la stratégie du gouvernement. L'autre chose, Madame la Présidente, qui m'a très inquiété ce matin, mon collègue, le député de Chauveau, a posé une question très claire à 3 reprises au ministre de l'Énergie ou des Ressources naturelles? Énergie et Ressources naturelles. Et vous avez vu comme moi, pas de réponse. Pourtant, durant la campagne électorale, de façon très claire, le premier ministre a dit « Je vais revoir la hausse des tarifs d'électricité du 1er avril qui vient de passer, qui est à 4,3 %. Je vais revoir ça à l'inflation, ça veut dire à peu près à 2 %. Parce que, Madame la Présidente, la plupart des Québécois qui nous écoutent n'ont pas eu d'augmentation de salaire de 4,3 %. Ils ont eu l'inflation quand ça va bien. Bien, on ne peut pas commencer 4,3 % pour une maison moyenne, c'est 100 $. Bien, les gens, ils ne l'ont pas, ce 100 $-là. Donc, j'avoue là, que j'avais l'impression d'assister au vieux film avec, rappelez-vous, Mme Marois, qui pendant toute la campagne 2012 avait dit « Je vous promets que dès mon arrivée, la première année, on va abolir la taxe santé ». Changé d'idée, elle n'a pas respecté sa promesse. Et là, ce que j'ai peur, c'est que le premier ministre semble vouloir faire la même chose avec les tarifs d'électricité. Je pense que ça serait un échec à son premier test, son premier test, à savoir s'il respecte sa parole. Donc, Madame la Présidente, j'ai parlé jusqu'ici du manque de vision en économie, en finances publiques. Je pense aussi que ce manque de vision est palpable quand il s'agit de la place du Québec dans l'ensemble canadien. Je n'ai pas entendu un mot sur la négociation des transferts en santé du gouvernement fédéral. Il s'agit de connaître un petit peu les finances publiques pour comprendre le défi qu'on va avoir si jamais on ne convainc pas le gouvernement fédéral de réajuster les transferts de santé. Ce n'est pas une question de faire une chicane avec le fédéral, c'est que le fédéral finance dans toutes les provinces du Canada une partie importante des dépenses de santé, sauf que les dépenses de santé, à cause du vieillissement de la population, des nouveaux médicaments, des nouvelles technologies, augmentent plus rapidement que l'inflation. Or, le gouvernement Harper veut, à partir de dans 2 ans, limiter la croissance des transferts en santé à l'inflation. Je me rappelle, lorsque j'étais ministre de la Santé, d'avoir entendu le ministre de la Santé à l'époque de l'Ontario, juste à côté de moi, dans une rencontre provinciale fédérale. C'était Tony Clement à l'époque. Tony Clement est maintenant au gouvernement fédéral et il revendiquait la même chose que nous. Donc, ce n'est pas une histoire de chicane de péquistes, là. C'est très grave, les transferts en santé, et
Pas un mot. J'espère que le premier ministre, c'est un oubli, peut-être un oubli de ceux qui ont préparé ces notes, mais c'est quand même révélateur. Pas un mot non plus sur la promotion de la langue, de nos valeurs communes. J'ai l'impression que le Parti libéral, ce n'est plus le Parti libéral de Jean Lesage, de Robert Bourassa. On a vraiment un Parti libéral où c'est le Canada d'abord. Je pense que la majorité des Québécois, mais en tout cas, c'est ce qu'on propose de notre côté, ça devrait être le Québec d'abord. Québec à l'intérieur du Canada, mais le Québec d'abord. On devrait défendre d'abord les intérêts du Québec. Vous savez, le français et notre nation sont toujours vulnérables en Amérique du Nord. Et le seul gouvernement qui représente cette nation, qui représente une majorité de francophones, c'est le gouvernement du Québec. Donc, le premier ministre du Québec a une responsabilité et il doit l'exercer. Évidemment, ça m'amène à vous parler d'un sujet que certains ne voudraient pas entendre parler, la Charte de la laïcité. Moi, mon inquiétude, c'est que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, arrive un cas de signe religieux d'un employé de l'État qui refait la première page des journaux, puis qu'on retourne dans un débat déchirant. Je pense que l'ancien gouvernement libéral avait manqué de courage, suite au rapport Bouchard-Taylor, de ne pas adopter un projet de loi. J'entendais le premier ministre dire la diversité, c'est une richesse. On est tous d'accord avec ça. Il nous disait il faut affirmer les valeurs communes. On est tous d'accord avec ça. Il disait il faut légiférer pour que les services publics soient donnés à visage découvert. On est tous d'accord avec ça, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une majorité de Québécois qui souhaitent que dans un projet de loi, on s'entende sur le port ou non de signes religieux chez certains employés de l'État, en particulier les employés de l'État qui sont en autorité. Moi, je pense, Madame la Présidente, qu'on ne peut pas continuer à laisser traîner cette question-là. On doit la régler pour être capable de la mettre derrière nous, puis pas revenir à tous les 6 mois, à tous les 12 mois, avec un drame sociétal, puis de la division. Je disais tantôt qu'il faut rassembler les Québécois. Bien, pour rassembler les Québécois, il faut que tout le monde fasse des compromis. Je pense qu'on est un bon exemple à la coalition. Il y en a qui viennent plus du côté fédéraliste, d'autres viennent plus du côté souverainiste. On a réussi à proposer un projet de loi qui demande des compromis à tout le monde. Je pense que ça pourrait être la base d'un compromis honorable, responsable, et le premier ministre du Québec doit faire preuve de leadership dans ce dossier-là pour qu'on arrête de diviser les Québécois. Dernier sujet, Madame la Présidente, la lutte à la corruption, la collusion. Je me serais attendu, compte tenu du contexte, à un peu plus de la part du premier ministre dans le discours d'ouverture. Où sont les mesures concernant l'importance de récupérer l'argent qu'on s'est fait voler? Je n'ai rien entendu de ce côté-là. Où sont les propositions concernant les nominations partisanes? Je pense là qu'on l'entend tous dans nos comtés. Les Québécois sont tannés que des personnes soient nommées à des postes importants seulement parce qu'ils sont des amis du parti au pouvoir. C'est la compétence qui doit primer. Et de ce côté-là, je me serais attendu à plus de la part du premier ministre. Je peux vous dire qu'on va talonner le premier ministre sur toutes les questions d'éthique. Donc, en conclusion, Madame la Présidente, bien sûr, on partage les objectifs en termes de finances publiques, en termes de relance économique, mais l'ampleur des défis aurait nécessité davantage d'audace, de détermination, de courage. On a besoin d'un plan clair, on a besoin d'objectifs clairs pour être capable de mobiliser toute la société québécoise pour donner le coup de barre
qui s'impose au Québec. Espérons que le premier budget de ce gouvernement sera plus audacieux et plus clair que ce discours inaugural. Merci beaucoup.